Documenter son microservice, c'est bien. Mais centraliser la documentation de tous ces microservices, c'est mieux. Je suis Christophe, de la chaîne AgoTuto Info, et nous allons parler de Swagger dans un contexte microservice. Avec l'avènement de l'architecture microservice, le besoin de centralisation de la documentation est devenu impératif. En effet, nous n'allons pas proposer à nos clients N liens qui pointeraient vers les N documentations de nos différents microservices. Il faut centraliser. Je vous rappelle l'importance de la documentation. Elle est la vitrine de l'entreprise par rapport aux futurs clients. Elle se doit d'être claire, concise et la plus complète possible. Dans ce tutoriel, nous aborderons toutes les étapes nécessaires à la mise en place. Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. Au niveau architecture, nous sommes sur quelque chose de très classique, avec une gateway, qui est la gateway de Spring Cloud, un service registry, donc qui est Eureka, la registry de Netflix, et un microservice. Ici, j'utilise un petit logiciel pour faire de la redirection. Le client n'accède jamais directement au microservice, il doit toujours passer par la gateway, ce qui est beaucoup plus sécurisé. On va pouvoir voir deux grosses parties. Donc une première partie qui va être ici au niveau microservice, donc pour obtenir la meilleure documentation Swagger possible. Et une deuxième partie qui sera ici la centralisation de tous les Swagger au niveau de la gateway. Au niveau du code, pour faire simple, je suis parti sur un Maven multimodule. Donc on retrouve ici nos trois modules, un qui correspond à la registry, un à la gateway et un à notre microservice. Donc je suis sur Spring Boot 2.2.6, sur Java 14 et sur Spring Cloud Hoxton SR3. Pour les données, j'utilise ici une classe utilitaire où on va retrouver une map qui contient trois drivers et les valeurs par défaut ici pour le prix et pour l'évaluation. Donc ça nous permettra d'avoir des données tout de suite pour pouvoir tester. Au niveau des roulements, nous allons faire étape par étape et chaque étape correspondra à une branche. Donc je vous invite à tout le temps regarder ici pour savoir où nous en sommes. Selon les cas, on partira de la branche d'avant et on fera le live coding pour arriver à la branche d'après. Ou alors on partira directement de la branche parce que voilà, ça ne se prête pas à du live coding, soit parce que c'est trop long, soit parce qu'il faudrait redémarrer trop souvent. Au niveau des sources, voilà, il y a mon GitHub ici, je vous mettrai le lien en description. On va tester le microservice en utilisant le logiciel Postman. On va d'abord se concentrer sur quelques cas d'erreur. Donc ici, nous avons un cas d'erreur dû à une exception lancée dans le service parce que le driver 4 n'existe pas. Là, nous allons voir trois erreurs dues à des annotations de validation. Voilà. Donc ici, parce que le prénom est trop grand. Ici, parce que le prix ne respecte pas le nombre de chiffres avant la virgule. Ici, voilà, la notation de validation n'est pas non plus respectée parce que ça doit être supérieur à 1, supérieur ou égal. Le dernier type, les erreurs dues à de la sécurité. Donc vous voyez là, il y a un underscore. Donc c'est incorrect et donc j'ai un bas de crédential. Ici, j'ai tout simplement un forbidden parce que c'est sécurisé et qu'on n'y a pas accès. Si je reviens à notre getall, donc pour le moment, il y a trois drivers qui sont ceux en mémoire. On en crée un quatrième. Pour ça, il suffit de corriger le prénom. Ici, dans le header location, il y a l'URL de récupération. Mais c'est l'URL de récupération du point de vue de la gateway. Voilà, donc ici, on est bien sur Agoero Dev. Donc là, il y a son équivalent du point de vue du microservice en localhost. Voilà, donc ici, on a bien l'évaluation et le prix qui sont ceux par défaut au moment de la création. Vu de mon getall, on a maintenant donc 4 drivers. On va aller modifier le prix et l'évaluation. On corrige aussi le password pour supprimer le driver 2. De retour dans le getall, je n'ai plus que 3 drivers et j'ai bien l'évaluation et le prix qui ont été modifiés conformément à nos patchs. On va ajouter la dépendance, tout d'abord dans le parent.
La dépendance s'appelle SpringFox. À noter qu'à partir de la version 3, il y a un starter, ce qui va simplifier les choses. Donc pour faire propre, on va mettre la version dans la section Properties. C'est la version 3.0.0. Voilà, il ne reste plus qu'à aller rajouter cette dépendance dans notre microservice. Voilà, ici, pas besoin de la version. Il ne reste plus qu'à lancer un Maven Clean Compile et à redémarrer le microservice. En attendant, on va regarder la documentation officielle pour voir les nouveautés de la version 3. Trois choses à noter. Premièrement, il n'y a plus besoin de la notation d'activation. Deuxièmement, l'URL d'accès à la documentation a été changée. Enfin, le plus important, une configuration WebMVC pour Spring est déjà présente. Donc elle va permettre de gérer l'aspect sécurité pour les ressources et pour la vue. Notre microservice est maintenant démarré. On va s'intéresser aux dépendances pour regarder tous les bénéfices du starter. Donc comme on peut s'apercevoir, le starter a permis de récupérer 5 dépendances avec une cohérence de version. Nous allons maintenant pouvoir aller regarder une première version de notre documentation. Nous sommes sur la première version de la documentation. Elle a demandé très peu d'efforts de mise en place, mais évidemment, elle n'est pas parfaite. Nous allons faire une liste de tout ce qui ne va pas. Ici, dans la partie en tête, c'est simplement les défauts de Swagger. Dans la partie contrôleur, il y a la présence de 3 contrôleurs de Spring Boot qu'il faudra exclure. Ici, la description du service est pour le moment simplement le nom de la méthode Java. Au niveau médiatype, donc ici on a étoile, étoile, alors que chez nous ça sera toujours du JSON. Donc le médiatype est incorrect. Au niveau des DTO d'exemple, donc ici c'est un exemple de réponse. Swagger va toujours mettre la date en cours pour les dates, string pour les chaînes de caractères et 0 pour les numériques. Voilà, donc ça va entraîner certaines incohérences. Voilà, typiquement ici on a une réponse avec un driver mais avec un total à 0. Il va y avoir des cas qui seront encore plus problématiques, notamment dans les DTO de requête. Donc ici, c'est de la requête de modification de l'évaluation. Et notre documentation propose 0, alors que 0 n'est pas une valeur conforme. Les valeurs conformes sont entre 1 et 5. Donc on ne peut évidemment pas se permettre de proposer une valeur qui n'est pas conforme. Au niveau de nos codes HTTP de réponse, ces valeurs-là sont les défauts de Swagger. Il a des défauts par type de méthode. Donc pour lui, un patch, le succès c'est 200 ou 204 et l'échec c'est 401, 403. Nous on n'aura jamais 200. On aura bien 204 mais on n'aura jamais 200. On aura bien 400 et 403 donc pour les échecs de type sécurité, mais il manque les échecs de type plus fonctionnel. Donc 400 ou 404, voilà, au cas où la valeur de l'évaluation n'est pas conforme ou si l'ID du driver est faux. Enfin, est faux, ne correspond à aucun driver. Il n'y a pas non plus de représentation de l'objet d'erreur. Au niveau schéma, on s'aperçoit que ici il y a déjà de la documentation qui est générée à partir des annotations de validation. Donc c'est un très bon point. Malheureusement, ça ne marche pas pour toutes les annotations de validation. Donc il l'a fait pour size, il l'a fait pour min, pour max, il l'a fait pour pattern, mais comme on le voit ici, il ne l'a pas fait pour digit. Nous allons commencer à améliorer la documentation. Pour cela, nous allons créer une première version de configuration. Dans un premier temps, pour nous avancer, j'ai créé ici une classe qui va lire les propriétés situées ici. Voilà, c'est ces informations-là que nous allons avoir besoin pour notre documentation.
En plus de loguer, ça va valider. Voilà, on a décidé que certaines informations étaient obligatoires. Voilà, donc l'intention de validation va faire que tout de suite au démarrage, si les informations ne sont pas trouvées dans le YAML, ça ne démarrera pas. J'ai ajouté cette classe dans la classe de log des propriétés de l'ensemble du microservice. Il va nous rester à compléter la classe Swagger config pour créer notre première version de la configuration. On commence en récupérant les classes de propriétés. Donc Swagger Properties et Gateway Properties. Ce qui va nous permettre de construire le bin de configuration qui est un docket. Alors dans la documentation officielle, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut configurer pour rendre vraiment notre configuration la meilleure possible. Donc on va commencer par rajouter les API info. Voilà, bon, on créera la méthode tout à l'heure. Le protocole. Donc le protocole, on va retrouver ça dans la Gateway Properties. Alors c'est un set. Parce qu'évidemment, il pourra y avoir HTTP ou HTTPS, ou les deux. Ensuite le host. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on sélectionne? On va créer un objet de type selector. Donc ça sera pour indiquer à Swagger où sont en fait nos contrôleurs. Et on prendra tout. On build. Voilà, donc d'abord l'API info. On va créer la méthode. Il y a un builder. Voilà. Et on va pouvoir compléter. On va d'abord rajouter le titre. Ensuite, on va rajouter la description, la version. Là, c'est une constante, là, c'est une constante du microservice. On va rajouter les termes du service, le contact. Alors, le contact, c'est un objet. Donc, il faut son nom, son URL et son email. On va rajouter la licence et l'URL de la licence. Voilà, on a fini avec l'info. Il nous reste à créer le selector. Donc nous, le selector, il va être basé sur le nom du package. Donc ça sera un base package. Et à partir de là, on lui renseigne notre package fr Agüero controller. Donc il ne restera plus qu'à redémarrer pour avoir notre nouvelle version de la documentation. Grâce à la magie du montage, nous sommes sur la version finalisée. Donc au niveau du code, c'est la même chose, hein, il y a juste eu du formatage et de l'ajout de commentaires. J'ai redémarré le microservice driver. Donc maintenant, on log les properties. Et on va pouvoir voir le changement. Donc ici, vous voyez, hein, c'était l'ancienne version. Donc le title, tout ce qui est les termes du service, le contact et la présence des contrôleurs de Spring Boot. Donc la version actuelle, donc il y a bien maintenant les informations ils sont ici, donc qui viennent de l'API info.
Donc les infos, la base de l'URL du point de vue de gateway, le schéma, etc. Le contrôleur, le contact, donc avec l'email qu'on voit en bas à gauche, qui correspond bien à celui qu'on a mis. Et au niveau contrôleur, il n'y a plus que nos contrôleurs. Ça, c'est grâce au sélecteur, donc on a pu exclure les contrôleurs de Spring Boot. On va améliorer quelques points de la documentation. Donc tout d'abord, le médiatype. Donc pour régler le problème des médiatypes, ce qu'il faut rajouter, c'est le produce au niveau des contrôleurs. Pour lui dire qu'on va produire du JSON. Ensuite, on va améliorer la description des méthodes. Donc pour ça, on va se servir de la notation API opération. Donc là, sur mon find by ID, je lui rajoute mon API opération. Alors, le médiatype, il faudra faire ça au niveau de tous les contrôleurs. Et l'API opération, il faudra faire ça au niveau de toutes les méthodes de tous les contrôleurs. On va aussi renseigner la documentation par rapport ici à l'ID que je passe en paramètre. Donc par rapport aux paramètres. Donc là, c'est une annotation API parab. Donc tout ça, c'est API opération, API param, c'est des annotations de Swagger. Ensuite, on va régler le cas du problème des codes HTTP de retour en cas de réussite. Donc là, par exemple, sur le Find by ID, moi, ça sera toujours un 200. Donc je vais lui mettre un... Enfin, ça sera toujours en cas de succès. Donc là, c'est une annotation directement Spring. Voilà, pour lui dire que j'ai un statut 200. Voilà, donc moi j'ai JRebel, hein, ça va rebuilder et on va pouvoir aller dans la documentation, regarder les différences. Donc ici j'ai la documentation ancienne version. Donc j'ai toujours le étoile étoile, j'ai toujours que le find by ID. Ici un ID, j'ai aucune précision. Alors là il se trouve que pour une réponse OK, j'ai que 200. Donc la chose que j'ai faite là n'est pas révélateur. Donc on va aller voir par exemple, voilà, pour le post, là il me propose 200 et 201. Comme moi je veux que 201, je vais vraiment là aller lui préciser. Donc au niveau du create, voilà, que je veux absolument un 201. Donc avec tout ça, on va être bien pour la comparaison. Je rafraîchis. Donc voilà, donc ici, il y a la description. Ici, les réponses ou les requêtes, en fait, on va le voir aussi pour le create, c'est du JSON. Au niveau, ici, vous voyez que j'ai plus que 201, alors que dans l'ancienne, on avait 200 ou 201. Enfin, au niveau ici de la documentation, j'ai une précision par rapport à l'ID que je dois passer en paramètre. Donc voilà. Donc je vais faire ça sur toutes les méthodes et tous les contrôleurs et on se retrouve juste après. Nous allons nous occuper de la gestion du 401 et du 403. Alors comme ce sont des erreurs de sécurité communes, on va coder ça directement dans le Swagger config. La première chose à faire, c'est de dire à Swagger de ne pas utiliser ses défauts. Ensuite, on va lui dire ce qu'on fait pour chaque type de verbe. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui renvoyer ma propre liste de réponses. On va faire ça pour tous les verbes. Donc le put, le patch, le post et le delete. Donc comme toutes ces réponses, elles vont avoir l'objet API error d'ITO, il faut rajouter cet objet en tant que modèle pour Swagger. Donc il faut faire un additionnel modèle. D'abord pour cela, on a besoin de lui rajouter un type resolver pour qu'il puisse le résoudre.
Voilà, j'ajoute le type résolveur. Je reviens ici. Ici, je peux lui déclarer mon additional model, qui est donc un type résolveur qui va résoudre le API error.dto.class. On va construire maintenant la liste de réponses. Alors il y a un builder. Donc d'abord le code. Donc, un authorize. Alors comme il veut un string, on wrap. On rajoute la description. On rajoute la représentation donc du JSON. Et on applique la récupération de notre API error.dto. Voilà. On duplique tout ça pour le forbidden. Alors c'est pas API error, hein, mais c'est bien API error. Là, on va pas la faire en live coding. Allez, là c'est moche. Voilà. On va simplement corriger les imports. Et donc il faut faire tout ce bout de code là de lambda sur lambda sur lambda sur lambda pour arriver à simplement lui donner quel est le package et la classe. Normalement, voilà, avec JRebel, on va voir que la conf a été modifiée. Et on va la recharger. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve dans la documentation en ligne. On rafraîchit. Donc voilà, on a bien notre additional modèle ici qui est l'API error.dto, donc avec nos fameux 6 champs. Et si maintenant je vais dans n'importe laquelle des méthodes, on a bien le 401 et le 403, mais ce coup-ci avec notre objet. Voilà. Donc là, c'est la vue JSON ou la vue modèle. Nous allons nous occuper des erreurs de type fonctionnel. Si nous retournons dans la documentation, voilà, sur un find by ID, on a bien les échecs de sécurité, les 401 et 403, mais on n'aura pas par exemple l'échec 404 parce que l'ID ne correspond à aucun driver. Pour cela, c'est très simple, une annotation est prévue. Même deux annotations. Donc réponse avec un S et réponse, parce qu'évidemment, on pourra en avoir plusieurs. On lui précise bien que c'est notre objet d'erreur commun. Ça va venir compléter ici la réponse en cas de succès et les deux réponses 401-403 en cas d'échec de sécurité. On rebuild. Alors, normalement, il va s'apercevoir que là, voilà, ça a changé. Donc, on peut revenir ici. Et donc, maintenant, on devrait voir apparaître, voilà, un 404, driver not found. Nous allons maintenant nous concentrer sur la partie DTO et tout ce qui est exemple de réponse. Donc, on va refaire un petit point sur ce qui ne va pas ou ce qui pourrait être amélioré. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le modèle, il n'y a pas d'explication. Qu'est-ce que c'est qu'un driver list DTO? Qu'est-ce que c'est qu'un driver DTO? Au niveau de l'exemple, on a notre fameux tableau de 1 avec le total à 0, donc incohérence et que des valeurs par défaut. Si je prends le find by ID, donc c'est pareil, au niveau modèle, il n'y a aucune explication. Et au niveau exemple, ce sont que les valeurs par défaut. Si je vais pour voilà, pour la modification du prix, donc là, le prix est à 0. Au niveau modèle, on n'a aucune explication. On a quand même le petit étoile rouge qui dit que c'est obligatoire. Donc nous allons utiliser dans la partie DTO principalement deux annotations Swagger. La première annotation, qui est l'annotation API modèle, est à utiliser directement sur la classe. Voilà.
la notation API Model Properties est à utiliser sur les attributs. Donc je ne vais pas tout faire, je vais juste faire différents types. Voilà, un numérique, une date et une chaîne de caractères. Au niveau de la liste de drivers ici, on va simplement remplir la partie API Model. On ne va pas remplir la partie API Model Properties parce qu'en fait il faudrait un API Model Properties ici sur la liste de drivers, un API Model Properties sur le total. Il peut y avoir des incohérences entre les deux. Voilà, donc il y a une autre technique, c'est de directement mettre la réponse au niveau contrôleur. C'est ce qu'on fera après. On va modifier aussi la partie prix. Voilà, et surtout donc là l'important c'est de bien remettre le require true parce que par défaut il est à faux. Et donc on perdrait la petite étoile rouge. Donc comme je vous le disais, pour la réponse globale au niveau contrôleur, on va utiliser directement une API réponse à ce niveau-là. Et là on lui donne directement le JSON. Ça va dédoublonner automatiquement ici, entre la réponse Spring et la réponse Swagger, parce que les deux sont du 200. Si vous n'êtes pas familier avec les string literals, c'est une modification à partir de Java 13. Ça permet là notamment ici d'avoir un code qui est beaucoup plus clair. Parce qu'avant ça, sinon il y avait des anti-slash n de partout, c'était assez illisible. Alors je vais redémarrer mon microservice parce que cette partie-là n'est pas prise à chaud. Voilà. Donc là, ça va redémarrer. On le laisse redémarrer. Ça devrait aller assez vite. Voilà, donc là, j'ai tout ouvert ce qui ne va pas. Et on va rafraîchir. Alors, on va commencer par le find all. Voilà, donc là, on a bien notre JSON qu'on a mis directement au niveau du contrôleur. Si on regarde le modèle, ça a bien pris en compte la notation API modèle qui était sur l'objet driver list DTO. Pour le by ID, donc là, c'est pareil, au niveau modèle, c'est nos exemples à nous, avec notre chaîne de caractères, notre date et notre numérique. Au niveau modèle, on retrouve ici notre description. Pour le prix, c'est bien notre prix à nous, 999,99. Et au niveau modèle, on n'a pas perdu notre étoile rouge. Je suis sur l'implémentation finalisée pour toute cette partie annotation. Donc voilà, d'où le nom de la branche annotation. Il y a maintenant des annotations Swagger et Spring de partout pour avoir une documentation très complète. Si on regarde maintenant au niveau du code, voilà, on a un prix à 999,99, une description, ça vous l'aviez déjà vu tout à l'heure. Donc au niveau de l'évaluation, donc c'est pareil, hein, on a bien une évaluation à 3. On sait que c'est obligatoire. Ça pour l'instant c'est juste dû aux annotations de validation. Ici on a une explication. Si on voit par exemple voir le find by ID qui est ici, voilà, ici on a une belle création une belle récupération de driver avec tous les champs possibles et qui sont renseignés avec des valeurs parlantes. Donc il y a une petite coquille que j'avais pas vue, que je committerai directement sur la branche finale. J'ai oublié ici de rajouter les 400 pour mes deux méthodes de patch. Voilà, donc c'est quelque chose que je committerai directement sur la branche finalisée, hein. Donc au niveau du code, ça correspond en fait à un oubli ici. Voilà, où il faudrait que je rajoute ici. Donc une deuxième valeur 400, que ce soit pour le patch rating ou pour le patch price per hour. Nous allons encore améliorer notre documentation. Nous en avions déjà parlé, mais la notation de validation digit ne génère pas le code nécessaire. Par exemple, ici minmax précise bien le nombre minimal et le nombre maximal. Ici la regex affiche la regex. La size, c'est pareil, on a le min et le max. Par contre, ici pour le digit, ça ne précise pas l'integer et la fraction. Donc il faudra rajouter ça.
Une autre chose, les PO sont parfois farceurs, mais il se trouve que pour notre évaluation, la meilleure note, c'est 1 et c'est pas 5. Donc c'est un aspect totalement fonctionnel, la notation de validation n'y pas rien, mais il va évidemment falloir indiquer à nos futurs utilisateurs que 1 est la meilleure note et ce n'est pas 5. Alors nous verrons deux manières de faire. La première manière qui va très très vite, mais qui n'est pas très optimisée et pas réutilisable, et une deuxième façon qui elle est bien meilleure mais qui demande un petit peu de temps d'implémentation. La première méthode consiste à rajouter des notes. On va le faire dans les deux cas. Ici, on va se contenter de reprendre ce qu'il y a dans la notation digit. Pour la partie évaluation, on met un message. Alors pour que ce soit bien voyant, on va rajouter un petit format. Donc ça, voilà. Donc c'est un petit quick win, hein. Vous savez aussi qu'en fait, comme ça génère du HTML, ben, si on met du HTML ici, ça sera pris en compte dans la documentation. On retourne à la documentation. Je pense qu'il va falloir, ça va être pris en compte assez vite. Voilà, ici on a un message qui apparaît, donc en orange, en grand, en italique. Et ici aussi, on a bien les informations. Voilà, donc ça c'était la méthode simple. L'utilisation de notes pourrait paraître suffisant, mais elle ne me convient pas pour diverses raisons. Si je retourne ici sur notre évaluation, on va s'apercevoir que cette partie-là, donc la partie formatage, on va peut-être avoir plusieurs annotations qui vont la réutiliser. Parce qu'on va décider que pour nos warnings, ça sera toujours orange, italique et gras. Donc ça serait bien de pouvoir mutualiser cette partie-là. Et puis ça serait bien aussi d'avoir carrément notre propre annotation. Comme ça, on se mettrait directement notre annotation de warning sur les DTO qui en ont besoin, sur les propriétés des DTO qui en ont besoin. Ça serait bien mutualisé quelque part. Si on décide de changer le format, ça prend tout en compte directement. Voilà, donc ça serait. Voilà. Et ça va nous apprendre en plus à faire notre propre annotation et la donner à Swagger pour qu'il génère le code. Pour la partie prix, donc en plus des choses qu'on a évoquées avant, donc il y a d'autres choses, c'est qu'ici, l'integer et la fraction sont en dur. C'est-à-dire que si demain un driver peut être payé plus de 1000 euros, le développeur va venir, il va mettre ici un 4, et s'il ne fait pas attention et qu'il ne modifie pas en mettant le 4 ici, on va avoir une incohérence entre la valeur autorisée et la valeur préconisée dans la documentation. Donc ça, c'est déjà très problématique. À la limite, quand on passe de 3 à 4, c'est un petit peu problématique. Si on passerait de 3 à 2, là, ça serait carrément problématique. Autre chose, il va falloir rajouter les notes à chaque fois qu'on a une annotation digit. Donc, ce qui serait beaucoup plus simple, c'est contrairement à l'autre cas où on va créer notre annotation, là, ça serait d'indiquer à Swagger comment générer le code à partir de cette annotation, comme il le fait très bien pour les autres annotations de validation. Nous allons voir pas à pas comment arriver à faire produire à Swagger de la documentation, que ce soit sur une annotation existante ou sur une annotation créée spécialement pour la documentation. En plus de la lecture de la documentation officielle, je me suis beaucoup inspiré du code directement dans la lib. Je vais ici ouvrir le size annotation plugin. Voilà, donc c'est cette classe qui est chargée de générer la documentation pour la notation size. Au niveau de la structure, tous les annotations plugins sont assez similaires. Donc la chose la plus importante, c'est qu'ils doivent implémenter cette interface. On y retrouve une méthode extract annotation qui va extraire la notation. Et ensuite, ici, par rapport à la notation, on va récupérer ces valeurs pour générer la documentation. Nous allons dans un premier temps créer notre annotation. Alors elle existe déjà, elle s'appelle Swagger Warning et elle contient une description. Ensuite, il faut rajouter les annotations plugin. Donc ici, c'est l'annotation plugin pour notre annotation Swagger Warning. Donc il va faire un petit peu de format et
rajouter la valeur de la description. Pour le digit, donc c'est pareil, on va rajouter du format et on va récupérer les valeurs de integer et de fraction. Et donc, cette fois-ci, ça sera bien de manière dynamique. On va étendre la configuration de base pour y rajouter nos annotations plugin. Enfin, donc au niveau de la config, le Swagger config, voilà, et là, on va importer cette configuration. Au niveau des TO, ici, plus de notes, on utilise notre annotation Swagger warning en précisant la description. Donc on voit ici, c'est beaucoup plus propre qu'avant. Notamment, il n'y a plus la partie format. Et en plus, c'est mutualisé, donc on pourra réutiliser notre Swagger warning un petit peu où on veut sur nos DTO. Au niveau du prix, c'est encore plus simple. J'ai enlevé la note et il n'y a rien à rajouter. Parce que ce coup-ci, la notation plugin va générer automatiquement la documentation par rapport à la notation digit. Si je retourne ici et que je regarde nos modèles, au niveau de l'évaluation, on se retrouve avec la même chose que tout à l'heure. J'ai gardé le message et le formatage. Au niveau du prix, il y a notre nouveau format et les valeurs surtout sont récupérées de manière dynamique. Nous en sommes maintenant arrivés à la partie centralisation et agrégation. Que nous dit la documentation? Il faut fournir un bin qui va être chargé de renvoyer une liste de ressources. Pour nous, une ressource sera équivalente à un microservice. Pour le moment, nous n'en avons qu'un. Dans la ressource, il y a un nom, une version et une location. Cette location, c'est un chemin vers le fichier JSON. Le fichier JSON, qu'on retrouve ici, décrit l'intégralité de la documentation. Il va falloir donc trouver un moyen de fournir à Swagger la liste des ressources. Pour connaître la liste des microservices disposant d'une documentation Swagger, et ce de manière dynamique, j'utilise la registry. Chaque application qui est connectée ici à la registry peut via un client récupérer la liste de toutes les applications qui y sont enregistrées. Je me sers ensuite de metadata que je vais renseigner ici dans ma configuration et je vais préciser donc par cette première clé valeur que Swagger est activé et par cette seconde clé valeur le chemin vers ma documentation. Une question se pose maintenant. Quand est-ce que la gaieté doit appeler les microservices pour récupérer la documentation? Dans beaucoup de choses que j'ai lues, c'est fait par cron. C'est-à-dire qu'on va utiliser un intervalle de temps régulier, admettons toutes les 5 minutes. Donc la gateway va appeler chaque microservice toutes les 5 minutes pour récupérer la doc. Ça risque de faire beaucoup d'appels, et puis pour pas grand-chose. Si notre microservice il n'a pas évolué de 15 jours ou d'un mois, on va quand même faire un appel toutes les 5 minutes pour rien. Donc même si l'appel il va pas être gourmand en termes de tout ce qui est réseau, CPU, RAM, c'est quand même dommage de faire un appel pour rien toutes les 5 minutes. Alors on peut prendre un intervalle de cron beaucoup plus grand, admettons tous les 5 heures. Là le problème c'est que si on vient juste de rafraîchir et qu'on fait une modification côté microservice et qu'on relivre en prod, la documentation niveau gateway va être différente de la documentation au niveau microservice parce qu'elle n'est pas à jour. Et donc là, on risque d'indiquer une fausse documentation à nos clients pendant presque 5 heures. Donc pour ça que moi, le cron, je ne suis pas favorable. Alors en y réfléchissant, moi j'ai décidé de le faire à deux moments. D'abord, au moment où la gateway redémarre. Donc au moment où la gateway redémarre, elle va aller rappeler tous les microservices pour récupérer la doc. Un autre moment, c'est à la demande. C'est-à-dire que moi, le microservice, je sais que je viens de le modifier, je sais que je viens de le mettre en prod. Je vais appeler la gateway sur un endpoint que je vais créer spécialement pour ça, pour lui dire tu dois te réfléchir parce que je viens de modifier quelque chose. Et donc comme ça, on va diminuer le nombre d'appels et on va avoir une doc tout le temps à jour. Il y a une chose qu'il est important de bien comprendre, c'est que le Swagger centralisé est dans la gateway. Swagger va donc utiliser la location, donc située ici, mais va appeler sur la gateway. Or nous, les documentations sont situées dans chacun des microservices, mais pas dans la gateway. La gateway va donc devoir jouer un rôle d'intermédiaire et créer un service avec un paramètre, le nom du microservice, qui renvoie sa documentation. Et c'est bien le chemin de ce service qu'on va renseigner ici.
et non pas le chemin vers le microservice. Alors dans le code, qu'est-ce que ça donne? Donc on a ici le bin, donc qui va être chargé d'envoyer la liste des Swagger ressources. Ici, c'est un petit bin d'UI config, parce que je vais changer un petit peu quelque chose par rapport à la documentation du microservice, puisqu'on va réordonner les méthodes. Donc voilà ici la méthode qui nous sert à construire notre Swagger ressource. Et comme je vous l'avais dit précédemment, on va retrouver non pas le chemin vers le microservice, mais le chemin vers le service de la gateway qui lui va être chargé de renvoyer la documentation. Je vais disposer d'une map. Dans cette map, j'aurai en clé le nom du service et en valeur sa documentation. Alors maintenant, quand est-ce qu'on va remplir cette map? Donc nous en avons parlé précédemment. Donc d'abord la méthode en elle-même, donc qui est ici. Donc au départ, évidemment, je vide la map. Ensuite, je fais ici un appel. Voilà, cet appel-là va me servir donc via le client Eureka à récupérer donc toutes les applications. Ensuite, je vais filtrer donc, grâce aux metadata pour ne récupérer que celle où Swagger est activé. Je vais ici me servir d'une petite map dans cette méthode qui va me servir à dédoublonner parce que si j'ai n instances de mon microservice, ça ne sert à rien d'aller récupérer n fois la documentation. Une fois par microservice, ça suffira. Une fois que j'ai récupéré cette liste, voilà, nous en sommes ici, je vais récupérer la doc. Donc comment faire pour récupérer la doc? Je vais faire un appel REST et je vais faire un appel REST comment? En utilisant donc la metadata qui va me donner le chemin, donc celui-là, et aussi, donc c'est celui-là, et aussi les infos de l'instance. Donc grâce aux infos de l'instance, c'est là où on va trouver le port, le host, tout ça. Donc pour notre driver service, ça va me renvoyer localhost 8181 et je vais concaténer avec le V2 API doc et ça va me reconstituer en fait cette URL. Donc celle-ci. Voilà, http localhost 8181 V2 API doc. À partir de cette méthode-là, maintenant j'ai deux endroits donc, où je vais l'appeler. Donc évidemment, hein, une fois qu'on a récupéré grâce à l'appel REST, on met dans la map. Et cette méthode-là, où elle est appelée, ben, nous en avons déjà parlé, elle est appelée directement, donc ici, au niveau du start, avec un petit délai, ici, bon là j'ai même mis un gros délai de 30 secondes, c'est un petit délai qui va permettre à ce que si on démarre la gateway et un microservice en même temps, on fait une map d'un nouveau microservice, on redémarre la gateway en même temps parce qu'on a rajouté la route, voilà, admettons un cas, eh bien, il se peut que la gateway démarre plus vite que le microservice. Et à ce moment-là, si on ne met pas ce petit délai, quand la gateway va récupérer la liste des microservices, elle ne va pas récupérer ce microservice car il a mis plus de temps à démarrer et donc plus de temps à s'enregistrer sur Eureka. Donc c'est pour ça que c'est un petit délai qui permettra d'avoir des surprises. Et le deuxième cas, c'est notre fameux endpoint à la demande. Voilà, c'est un endpoint de refresh qui sera à la demande. Donc ici, on va retrouver notre second endpoint, donc celui en fait qui va être appelé par Swagger, avec un paramètre le nom du service, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper dans la map pour récupérer la doc de ce microservice-là. Alors nous allons pouvoir maintenant voir la documentation en ligne. Donc celle-ci, c'est la classique qui est directement au niveau du microservice. Donc voilà, là on voit que l'ordre c'est get, post, get. Là ici, donc nous sommes bien au niveau de la gateway. Pour l'instant, nous avons simplement driver service parce qu'il n'y a qu'un microservice. C'est par ce combo-là que s'il y a plusieurs microservices, on pourra ici switcher pour afficher les autres. Donc ici, j'ai bien get post parce que l'ordre est bien respecté par rapport à mon UI config qui est dans la gateway. Une chose que je veux vous faire voir, donc ici, je rafraîchis. Et ici, on va retrouver l'appel à la récupération de la documentation. Alors quelque part ici, il doit y être, où est-il, où est-il, où est-il? Voilà, ici, driver service. Donc ce driver service là, hein, voilà, donc si on regarde ici, là, le API doc slash driver service, c'est ce qu'il y a dans la location du Swagger ressource. Et donc ça appelle donc le endpoint, ce endpoint là de la gateway, qui lui va récupérer donc dans la map, par rapport à la clé driver service, la configuration JSON. Plus tard, quand on aura plusieurs microservices, si on change ici, il va refaire un appel
Donc toujours sur API doc et puis sur slash Toto service s'il y en a un microservice qui s'appelle Toto. Nous allons tester le endpoint de refresh au niveau de la gateway. Donc je vais d'abord couper le driver. Voilà. Donc résultat, maintenant, si je vais au niveau de la doc, ben forcément, ça mouline et ça va tomber en erreur. Au niveau de la gateway, je n'ai pas de changement. C'est normal, il avait récupéré au démarrage le JSON. Ce qu'on va faire maintenant, c'est modifier. Alors oui, d'abord je vous signale une petite coquille. J'avais oublié le enable async, qui est très important parce que sinon la gateway stoppe vraiment son démarrage pendant 30 secondes au lieu de finir de démarrer et de mettre à jour le document 30 secondes après. Donc je committerai ça directement sur la branche finalisée. Donc je vais maintenant modifier mon driver. Donc avant de le redémarrer, on va en profiter pour ajouter un endpoint. Voilà, on va lui dire, on va simuler la création d'un update. On va pas changer le code. Voilà. Donc là, je lui dis, je rajoute un update, je redémarre mon driver. Donc voilà. Et c'est pareil, là. Pendant le temps de démarrage, il n'y a en fait aucun problème. Donc ça veut dire que la documentation n'est pas impactée par le service. À partir du moment où elle a réussi à récupérer la documentation, le service peut tomber, mais la documentation reste valide. Bon, on aura d'autres problèmes, hein, parce que la documentation, c'est pas le plus vital. Mais en tout cas, on n'aura pas de problème au niveau de la documentation. On va attendre un petit peu. Au bout d'un moment, voilà, il a redémarré. Il nous signale bien que maintenant, en plus, il a un put. Donc on va utiliser l'URL de refresh. Donc c'est bien un put, hein, au niveau de la gateway. Donc évidemment, là je ne l'ai pas sécurisé, mais il faudrait sécuriser cette URL, hein. Elle est pas... Donc elle est évidemment pas montrée. Bon, de toute manière, la gateway n'a lui-même pas de Swagger. Donc elle est pas à montrer, elle est évidemment à sécuriser. Elle est destinée qu'aux personnes internes. Qu'aux personnes internes. J'appelle le refresh. Voilà. Donc il dit d'aller voir les logs, hein. On va lister en fait que tel microservice a été mis à jour à telle heure. Si je reviens maintenant dans ma documentation, j'ai bien le put qui est apparu. Il y a un problème concernant notre documentation. Le contrôleur interne, comme son nom l'indique, expose des services à vocation interne uniquement, et il est sécurisé en conséquence. Bon, même si c'est pas fait ici pour ce tuto. Il doit donc être présent dans la documentation pour être vu par les autres développeurs, donc autres que ceux qui travaillent directement sur ce microservice. Mais on peut se demander quel est l'intérêt de le montrer à un externe, donc à un vrai client, qui de toute façon n'aura jamais les droits pour l'appeler. Ben, la réponse est évidemment aucun intérêt. Donc il va falloir trouver un moyen pour différencier l'affichage. On va utiliser les profils. Donc voilà à quoi on veut arriver. Donc ici je suis sur le profil de dev, je vois bien les deux contrôleurs. Ici je suis sur le profil de prod, je ne vois plus que mon contrôleur externe. Au niveau gateway, c'est pareil. Au niveau dev, je vois bien les deux. Au niveau prod, je ne vois plus que l'externe. Alors évidemment, les URL de dev ne seront jamais accessibles depuis l'extérieur. Elles seront accessibles que par le réseau interne. Un vrai client ne pourra jamais voir ces URL-là. Alors maintenant, nous allons voir comment il faut faire dans le code pour arriver à ça. Alors tout d'abord, on va rajouter un booléen ici au niveau de nos properties pour dire est-ce qu'on veut oui ou non tout afficher. Donc tout afficher, hein, ça veut dire en fait tout afficher interne et externe ou seulement les externes. On va se servir ensuite ici des profils Spring pour dire donc en dev je veux tout afficher et en prod je ne veux pas tout afficher. Et ensuite on va jouer sur le sélecteur. Rappelez-vous ici le sélecteur qui nous avait permis de filtrer, donc pour ne pas afficher les contrôleurs Spring Boot, on va s'en servir de la même manière pour afficher nos contrôleurs uniquement externes.
Donc voilà, c'est un simple ternaire qui dit si on est en display all, on va afficher tous les contrôleurs qui se trouvent dans le package contrôleur. Sinon, on ne va afficher que les contrôleurs qui se trouvent dans le package externe. Et comme ça, nous allons arriver à ce que nous avons vu précédemment. Pour avoir une démonstration plus réelle, j'ai dupliqué 2 fois le microservice driver pour en faire une version où il faut tout afficher et une version où il ne faut rien afficher. Le code à l'intérieur est entièrement identique. On ne va jouer simplement que sur les YAML. Voilà, et ici on voit bien que j'ai tout redémarré, donc que ce soit pour le dev ou pour la prod. Au niveau de la conf, en dev c'est identique. Donc on affiche, fait display all état true et on active le Swagger. En prod, on va différencier les choses. Pour driver service normal, on active bien Swagger, mais on n'affiche pas tout, donc que les externes. Pour le all, on active bien Swagger et on affiche tout. Et pour le nothing, on n'active pas Swagger, peu importe la valeur de ce booléen là. Alors au niveau de notre documentation en ligne, donc ici je suis sur la version de dev. Donc que ce soit pour le microservice driver service normal, pour le all ou pour le nothing, donc nous on est en dev, il n'y a pas de problème, on affiche tout, on sait très bien que le client n'y aura jamais accès. Donc on va se rendre sur la version de production, donc ici les choses deviennent plus intéressantes. Pour le driver service, on affiche bien que l'externe, et pour le all, on affiche bien tout. Voilà, on s'aperçoit que le nothing n'est pas du tout présent. Donc il n'est pas du tout présent parce qu'on nous a bien dit que le Swagger Enable était false. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre un Swagger Enable à true et dans le selector pointer vers un package qui n'existe pas. Si on fait ça, on va se retrouver dans la situation suivante. Donc il est bien ici parce qu'on a dit qu'on active, et résultat, eh ben, ça n'affiche rien parce que le selector pointe vers un package qui n'existe pas. Donc voilà, donc la bonne solution, c'est vraiment de jouer sur le Swagger Enable. Une dernière chose, il se peut arriver qu'on arrive sur cette interface-là. Donc là, c'est qu'on a demandé l'affichage entre le moment où la gateway a fini de redémarrer et le moment où les appels vont être faits pour récupérer les configurations des différents microservices. Donc c'est juste un appel qui a été fait un petit peu trop tôt. Voilà, il suffira de faire un refresh et c'est fini. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et je vous dis à bientôt pour un futur tutoriel sur la chaîne AgoTutoInfo.